Bonjour Daya Dorje, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors je vais essayer de te présenter le plus simplement possible. Tu es un pratiquant et un enseignant qui transmet des pratiques issues des traditions contemplatives, du Vajrayana et du Dzogchen notamment, et en y intégrant aussi d'autres approches comme la médecine traditionnelle chinoise, par exemple. Et à travers ces différentes disciplines, tu accompagnes en fait les personnes qui sont à la recherche de plus de clarté, de paix et de liberté. Et pour ceux qui sont prêts, on va dire, tu vas leur ouvrir la voie à la reconnaissance de leur véritable nature. Et donc, pour commencer cette discussion, j'aurais aimé connaître ton parcours, ce qui t'a amené là, parce que finalement, tu as quand même une approche assez originale et assez ouverte, ce qui est pas forcément toujours le cas dans le Dzogchen notamment. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené à cette façon de partager et de transmettre? Je m'excuse pour la langue française, malgré que je sois français, j'ai un peu perdu certaines expressions à force de parler anglais euh, et d'écouter tellement de différentes langues. Euh, ok, donc mon chemin a commencé même avant même que ça soit vraiment spirituel. La vie m'a guidé à travers mes passions. On va dire la première passion, c'était les chevaux. Et donc, à 16 ans, j'ai quitté les enseignements de l'école parce que ça m'ennuyait terriblement. Et je remercie mes parents qui ont accepté que je parte et qui ont accueilli ma passion qui était le cheval. Et donc, j'ai travaillé dès 16 ans avec les chevaux. Et c'est plus particulièrement l'élevage et l'entraînement des chevaux de course, euh, pur sang anglais. Et donc, j'ai travaillé avec les plus grands entraîneurs du monde, aussi bien en France, Irlande, Angleterre, États-Unis. Et dans cette période-là, j'ai appris à communiquer avec le cheval. Et de partout où j'allais, on me donnait les chevaux les plus fous, parce que ma sensibilité et mon écoute. Donc, voilà brièvement pour cette phase-là. Après ça, mon premier amour, j'avais quoi, 22 ans, à peu près? Non, 24. Ouais, 24 ans. Et décédé du cancer en quelques mois. Donc là, j'ai été confronté avec les événements de la vie. Donc après ça, après tous ces incidents, et en même temps, la même année que ma compagne est décédée du cancer, en montant à l'entraînement cheval, j'ai eu les bras paralysés et ça a eu un disque qui a bloqué un nerf. Donc là, j'ai compris qu'il fallait arrêter. Donc la même année, j'ai eu deux deuils. Ma passion pour les chevaux et le décès de la femme que j'aimais à ce moment-là. Et après une période de convalescence qui s'est passée en nature, en montagne, en France, je me suis dirigé vers ma deuxième passion, les montagnes. Et je suis parti j'ai pris mon sac à dos, je suis parti pour le Canada. Et là, je suis arrivé à rester et j'ai passé mes diplômes de guide de haute montagne. Donc, je rentre dans la deuxième phase de vie où je suis plus en relation avec l'animal, le cheval, mais avec l'être humain. Et de là, être guide en montagne au Canada, c'est assez sauvage, surtout à l'époque. On n'est pas comme dans les Alpes où il y a le téléphone, il y a les hélicoptères, tout est organisé. On part avec les gens dans des endroits où il n'y a rien. On est assez isolé et autonome, donc il faut vraiment savoir gérer la chose. Et j'ai commencé à apprendre un peu plus sur l'être humain et comment les encadrer, comment les guider, comment savoir les porter sur les hauts sommets dans des conditions pas toujours faciles. Et dans cette période-là, j'ai découvert, c'était au Canada, dans les Rocheuses canadiennes, montagne des Rocheuses. Et là, j'ai découvert mon premier livre, on va dire, qui m'a orienté spirituellement. C'était un livre taoïste qui parlait sur les pratiques. Et je trouvais ça intéressant parce que pour moi, c'était non religieux. C'était vraiment plus en rapport aussi avec la nature. Et j'avais eu un peu des séquelles de l'enfance au catéchisme et tout ça. Quelque part, ça me parlait pas à cette époque-là. Et de là,
J'ai commencé à étudier le massage, médecine chinoise, les pratiques associées au taoïsme, tout en étant pratiquant le guideur de montagne. Quelques années plus tard, je devais avoir 28 ans peut-être, sans plus, je sais plus la date exacte. Namkha Nombo Rinpoche a donné sa première retraite à Vancouver, au Canada. C'était la première fois qu'il venait, il n'est jamais retourné. Et d'une manière enchantée, je suis arrivé à ses enseignements à travers un élève de Tai Chi qui m'a dit: «Oh, il y a un maître tibétain qui vient, je pense que ça va te plaire.» Je dis: «Oh, pour encore mettre des bougies, faire des prières, ça n'intéresse pas.» Et puis de là, j'ai senti une connexion, quelque chose qui m'a appelé. Et j'ai été, et puis bon, bah, ça a été on peut dire le coup de foudre quelque part, dans tous les sens du terme, hein. Et vu que Namkha Nombo Rinpoche est un grand enseignant de Dzogchen et qu'il a su porter les enseignements du Vajrayana aux Occidentaux d'une manière dépouillée et dans un style plus Dzogchen, ça m'a tout de suite parlé, et de là, j'ai embarqué, quoi, on va dire comme ça. Puis je suis 1 an plus tard, je suis reparti en Europe parce qu'il était à Mérigard en Italie, donc je peux continuer là. J'ai fait mon premier voyage avec lui au Népal et en Inde. Il n'est pas retourné depuis après ça au Népal. Ça fait déjà 30 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et voilà, première retraite tout seul à Maratika, dans le vieux de Mandarava. Et de là, j'ai rencontré plein d'autres maîtres. Et puis, à l'époque, déjà, j'enseignais le Qigong, le Tai Chi. Et la vie m'a guidé à travers différents enseignements aussi, parce que j'ai eu une période où j'ai quitté la communauté Dzogchen, tout en gardant très proche dans le cœur le maître et les enseignements. Les choses sont comme ça dans beaucoup de sanghas, beaucoup de politiques, donc ça ne convient pas à tout le monde. Je suis un être assez libre et indépendant, donc bon, ben, j'ai suivi mon chemin. Ça a été très dur, hein, parce que quand on est lié à un maître, ça prend du temps. Après, même physiquement et tout ça, ça prend du temps pour épurer et sentir remplir le vide qu'il est là, quoi. Donc, ça a été comme un deuil encore. Et les deuils font grandir, comme on le sait très bien. Ça nous rend plus indépendants, plus forts, et sans quitter les enseignements, parce que le plus important lorsqu'on a reçu des enseignements, c'est de les pratiquer. Et justement, le plus beau cadeau qu'on peut faire à un maître, c'est devenir indépendant et pas être à sa dépendance en permanente. L'offrande la plus grande qu'on peut faire, c'est la pratique. Les offrandes, après, qu'on lui apporte des cadeaux, qu'on fait ci et ça, c'est secondaire. Donc voilà, après, bon, depuis ce jour-là, ben, j'ai continué, hein, retraite, voyage, le Népal, l'Inde. Et dans ces années-là, j'ai rencontré d'autres enseignements qui ne sont pas Dzogchen directement, mais qui quand même ont des associations au niveau de la compréhension, notamment les pratiques de Babaji avec le Kriya Yoga. À un moment donné, je me suis rentré dedans à fond. Ça a permis de voir les choses d'un autre angle. Les Siddhas du sud de l'Inde, où j'ai eu une relation très, très intime avec un maître qui s'appelle le roi des Siddhas, Balalar, qui a transformé son corps physique en pur corps de lumière de son vivant, fin des années 1800, début 1900, donc c'est assez récent. Mais grâce aux enseignements Dzogchen de Namkha Nombo Rinpoche, ça m'a permis de comprendre ces enseignements, parce que dans les enseignements de Siddha, tout est caché. On parle sur des formes de poésie symbolique. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, en gros, voilà le parcours, hein. Et puis, dans le parcours dans le yoga aussi, parce que bon, j'ai après commencé à enseigner le Yantra Yoga, j'ai voulu aller plus loin et découvrir les yoga indiens. Donc, j'ai fait plein de formations pour être enseignant de yoga indien, et puis de yoga thaï, et bien sûr, ma continuité chez des Chinois. Donc, voilà, en gros. C'est un parcours très divers, mais en même temps qui recouvre le même fond commun, j'ai l'impression. Et donc, tu as employé un mot, donc le mot Dzogchen, à plusieurs reprises. Et c'est un mot qui peut paraître mystérieux pour certains et très clair pour d'autres. Euh, Est-ce que tu pourrais, je sais que c'est une question très large, mais est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est que le Dzogchen dans tes termes? Pour ceux qui connaissent le mot Dzogchen, déjà, je commence par là.
souvent, ils ont une idée, ah ouais, mais ça vient du bouddhisme tibétain. Mais c'est pas ça du tout, en fin de compte. Et c'est que dans le bouddhisme tibétain, c'est pas ça du tout aussi. Le Dzogchen, on le retrouve dans plein de traditions, mais seulement le nom change. Mais les pratiques sont très similaires, hein. On le retrouve chez Valala, j'ai découvert ce saint le roi des Siddhas, parce que ces méthodes qu'il a employées pour transformer la matière physique en pure lumière de son vivant, c'est des méthodes qu'on retrouve dans les mêmes principes Dzogchen. On le retrouve aussi bien chez les Perses, chez les chrétiens, mystiques chrétiens, chez les soufis, chez les Hopis, dans le shivaïsme du Cachemire, et plein de traditions quand même, on n'en a aucune idée, hein. En général, ce sont des enseignements qui ont été tenus assez secrets. Donc, Dzogchen. Donc, c'est le chemin qui nous porte. C'est même pas un chemin. Dzogchen par lui-même, c'est un état. C'est comme si on dit le Tao, le Dao. Dzogchen, c'est Dzogchen. Un peu pareil, hein. Mais après, il y a les méthodes qui nous portent au Dzogchen lui-même. Le Dzogchen, c'est notre état primordial, sans effort. Lorsqu'on arrive à être conscient, en anglais je dis awake, aware. En français, conscience, c'est pas que conscient, comment on dit en français déjà? Présence éveillée, parce que c'est pas juste dire je suis présent. Présent, beaucoup de gens associent à un état de concentration où il y a effort. La véritable présence, il n'y a aucun effort. Elle est là, on est présent et conscient de tout ce qui se passe en nous et autour de nous, sans séparation. Lorsqu'on est c'est toujours en nous, c'est pas quelque chose qu'on va chercher à l'extérieur, mais c'est un état qui est voilé par notre mental, par nos émotions, par les conditionnements, et tout cela crée une cage autour de nous. Et on a besoin de lever ces voiles pour voir qu'on est dans la cage déjà. Et après, même si la porte est ouverte, souvent on peut sortir, la porte est toujours ouverte. Mais on reste confiné dans cet espace, dans cette cage. Et on n'ose pas y sortir parce que on est pris dans un cocon. Oui, ben ça c'est notre espace. Et on n'est pas capable de voir au-delà, de voir que, en fin de compte, tout ça, ça nous limite. Tu vois. Et donc, c'est vraiment aller au-delà de toute limitation. Lorsqu'on est dans cet état, il n'y a plus de limitation, tout est possible, il n'y a plus de peur. C'est pas une question de dire « Oh, je peux faire ça ou je peux pas faire ça ». Tout est OK tant qu'on est présent dans notre véritable nature. La conclusion aujourd'hui, c'est beaucoup de gens « Ah ouais, je pratique le Dzogchen, on peut faire tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème ». Ouais, mais ils ne réalisent pas qu'on peut faire tout ce qu'on veut seulement si on est dans l'état. L'état de véritable nature. Si on n'est pas dans cet état-là et qu'on commence à faire ce qu'on veut, on rentre encore dans la chaîne karmique. C'est-à-dire que lorsqu'on fait certaines actions, elles ont des répercussions dans la vie. Et c'est là qui est le gros danger du Dzogchen. Dans le Dzogchen, c'est vraiment un couteau tranchant comme une lame de rasoir. Donc, on peut grimper la pente sur ce couteau tranchant comme une arête de montagne très, très dangereuse. Il faut être complètement là, présent à 100%, quoi qu'il arrive, même s'il y a un animal qui passe, un oiseau qui nous vole devant, ou un vent, ou un rocher qui tombe, ou peu importe, où on se perd dans nos pensées, et puis ça y est, on a perdu le moment, et puis on tombe de l'autre côté. Donc, il faut vraiment être dans cette présence absolue, en totale relaxation. Mais alors justement, c'est un point qui peut être difficile à saisir. C'est difficile à saisir, c'est pour ça qu'on dit que dans le Dzogchen, on a besoin de l'introduction directe. On a besoin de l'enseignant qui doit nous pointer. C'est ça. Par exemple, j'ai fait des années de Tai Chi avant de Qigong et de Neigong, travail intérieur d'énergie, avant de rencontrer le Dzogchen. Et je sentais qu'il manquait quelque chose, même si je dis, oh ouais, ça c'est le Tao, ça c'est le Tao. Mais oui, mais c'est quoi le Tao? Et dans le Tao, on va dire, oh, on ne peut pas le nommer, on ne peut pas ci, on ne peut pas ça, on ne peut pas le décrire. Ouais, mais quand même, c'est quelque chose. Et seulement après des années de pratique de Dzogchen,
j'ai commencé à me rappeler, ah, tu te souviens, quand tu avais fini les cours de tai chi, que tu étais là à attendre le bus ou autre chose, là, tu étais dans ton état naturel. Eh ouais, mais il n'y a personne qui me l'a dit que j'étais dans l'état naturel. Donc, je peux chercher infiniment. Ah ouais, mais c'est quoi le chemin là? Oui, mais où je vais? C'est quoi l'adresse à suivre? Et pendant des années, j'ai fait plein de choses avant d'arriver là. Donc, sans quelqu'un qui a la capacité de nous introduire directement à l'état naturel, c'est impossible. Parce que le champ d'expérience est infini. Il y a tellement de pratiques qui nous portent à une certaine béatitude, un bien-être absolu qu'on va croire, oh, ça c'est l'éveil. Non, ça c'est juste une expérience. L'éveil, il est à l'intérieur de ça. Ou à l'intérieur, mais oh, j'ai mal, là, oh, j'en peux plus, je suis. Et non, mon corps, il souffre. Et là aussi, il est là, l'éveil. Donc, c'est cette présence lumineuse, on pourrait dire comme ça, cette claire lumière qui habite toute vie qu'on doit découvrir. Est-ce qu'il y a des pratiques spécifiques justement pour évoquer cette véritable nature, pour pouvoir regarder au bon endroit? Parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs courants, des courants plutôt directs, où finalement on dit simplement de, entre guillemets, hein, je résume, de ne rien faire et de laisser la manifestation sans saisie. Et puis il y a d'autres courants où il y a vraiment un chemin progressif. Est-ce qu'il y a une opposition entre les deux ou c'est quelque chose qui se complète? Euh, c'est dans les deux sens. Mm. Et une opposition dans le sens qu'on peut se perdre facilement lorsqu'on reste, ok, je m'assois, puis je suis là, et puis voilà, on peut être perdu pendant toute la vie ou des décennies. Il y a beaucoup de yogis qui ont été perdus là-dedans, qui est plus un état de vide. Euh, donc on est là, oui, oui, j'ai pas de pensée, j'ai tout ça, oui, mais et la présence, elle est où dans tout ça? La claire lumière, elle est où? Euh, la claire lumière, elle habite aussi bien l'expérience de vide que l'expérience de clarté, que l'expérience de sensation, de plaisir, de béatitude. Donc, moi, ces écoles qui disent oh oui, oui, bah, tu fais comme ça, je trouve pas que ça correspond à tout le monde. Ça va correspondre peut-être à un être très rare qui a cette capacité-là de saisir automatiquement dans son esprit, clac, et il va tout lâcher. Et moi, j'en rencontre pratiquement pas des êtres comme ça. C'est très rare. Parce que la vie d'aujourd'hui est trop il y a trop de stimulation sensorielle. Déjà, on regarde, même j'ai été surpris, même ici, on est en montagne, on voit maintenant les paysans, les bergers, ou même des travailleurs qui sont là à faire des routes, à casser les pierres. Ils font leur pause, ils prennent leur téléphone et puis ils sont là. Oh. Voilà où on en est. Avant, qu'est-ce qu'ils faisaient, même les bergers? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils restaient là, ils étaient en contemplation, on sentait une certaine sérénité qui les habitait. Maintenant, bon, ils regardent un peu le troupeau, téléphone. Et comme ça, complètement dans le téléphone. Voilà où on en est. Donc, ces introductions directes à dire que l'état naturel va surgir là-même, dans notre société, c'est pratiquement impossible. Peut-être parce que je crois comprendre que tu as une approche aussi très axée sur le corps et les énergies, notamment tout ce qui est gouttes, canaux et vent, enfin, les énergies du corps. Est-ce que c'est quelque chose euh, qui permet justement de préparer le terrain? Oui, donc chaque organe a un type d'émotion, aussi bien en médecine tibétaine qu'en médecine taoïste ou en d'autres médecines indiennes aussi. Nos organes portent un certain type d'énergie. Donc lorsque l'énergie est bloquée dans l'organe, on va dire le foie,
eh ben, une personne va sentir la colère. Elle va avoir des pensées associées à différentes situations de colère parce que son foie ne va pas bien. Donc, si déjà on fait un travail aussi bien en tai chi, qigong ou en Tsabong Tilé et les pratiques de yoga tibétain ou autres formes de yoga, peu importe, et on arrive à rééquilibrer les énergies internes, lorsqu'on va s'asseoir en méditation, ça va être plus calme. Il va déjà pas y avoir toutes ces pensées, émotions qui émanent de l'organe. Et ça va créer de l'espace. Moi, je dis, si on veut être introduit proprement à notre état naturel, la solution, c'est de créer de l'espace. De créer de l'espace dans notre corps, dans notre énergie et dans notre tête. Lorsqu'on crée de l'espace, on a la possibilité de reconnaître ce qui est. Donc, bien sûr, pour créer de l'espace, il y a des méthodes aussi bien liées au corps, à l'énergie ou à l'esprit. Et est-ce que l'environnement, le cadre dans lequel on pratique a un impact? Parce que, par Oui, exemple, tu fais des retraites dans des cadres assez magnifiques et assez naturels, même enfin, totalement dans la nature. Donc, est-ce que tu pourrais évoquer ce point-là, peut-être? nous sommes composés des 5 éléments. Donc, les 5 éléments de notre corps physique, lorsqu'ils sont en relation, par exemple, dans les villes et tout ça, où il y a beaucoup d'électricité, c'est des choses, on pourrait dire, oui, il y a les 5 éléments dans un bâtiment en ciment, en métal et tout ça, mais c'est pas la nature elle-même, c'est une création humaine. Et donc, celui-là a un impact, surtout si on est un être sensible, sur notre énergie, sur nos organes. La plupart des gens travaillent dans des villes, ont un mode de vie assez compliqué, je dirais. Donc, s'ils décident de prendre une semaine pour dire on va se découvrir, c'est très bien de sortir du contexte et qu'il y a une aisance d'éléments locaux plus purs. Aujourd'hui, c'est très difficile de retrouver vraiment pur, mais au moins, ils sont là. Les émotions se calment, donc automatiquement, il y a plus d'espace et plus de facilité pour découvrir, prendre conscience de notre véritable nature. J'avais une question sur l'atteinte de l'éveil ou du corps de lumière ou du corps d'arc-en-ciel. Est-ce que qu'est-ce que c'est que tout ça? On pourrait dire que quelque part, pour la plupart des gens, c'est une illusion. C'est une autre illusion, un autre attachement qui crée et qui, quelque part, ça les empêche même d'arriver à être à la rencontre de leur état naturel, dans un premier temps. Après, si on est arrivé déjà à reconnaître l'état naturel, à stabiliser cet état dans notre vie et à dire, bon, ben maintenant, je fais la démarche pour aller plus loin, la possibilité est présente pour éventuellement transformer le corps physique en corps de lumière au moment de la mort ou avant, ce qui est très très rare, hein. Mais même là, même si on est un pratiquant avancé et qu'on a les expériences nécessaires pour que ce saut quantique se fasse au moment de la mort, ce n'est même pas certain. On dépend de beaucoup de choses. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit être attaché à rechercher, à aller vers. On sait que c'est là, on fait nos pratiques, et même si on parle des pratiques les plus avancées, entre guillemets, hein, parce que toute pratique est avancée, hein. On peut prendre une pratique de débutant et puis on peut l'apercevoir d'un niveau avancé ou d'un niveau débutant, hein. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent aller directement aux pratiques qu'on dit avancées comme Togat. Il y a des enseignants même, ils portent les gens direct là. Je sais que mon maître était très clair, hein, danger. Danger parce que on peut s'illusionner, même si on a des expériences de vision, tout ça,
ou d'autres manifestations extrasensorielles, on peut se perdre. Si elles ne sont pas intégrées dans la présence de l'état naturel, à ce moment-là, on risque de perdre toute réalisation finale dans cette vie. Ça devient un trip comme des gens qui prennent des hallucinogènes. Donc, il faut faire très, très attention. À ce niveau-là, je suis vraiment très, on pourrait dire strict, même si je ne suis pas strict, mais c'est boum. Donc, euh, aujourd'hui, il y a une partie des enseignements dzogchen qui est pratiquement pas enseignée. Donc, on a l'introduction directe qui correspond au premier statement, affirmation de Garab Dorje. Et après, il y a la deuxième affirmation qui est aller au-delà des doutes avec les pratiques de Dzogchen Londé. Et là, c'est grand vide. À part Ngon Kanombo Rinpoche qui a vraiment transmis des méthodes complètes, je dirais. Et à mon avis, ce sont les pratiques les plus importantes. Parce que tant qu'on n'est pas au-delà de tout doute, qu'on n'a pas stabilisé l'état de notre véritable nature dans les différentes expériences de la vie, quelque part, c'est pas recommandé d'aller vers Togap. Parce qu'on peut se perdre dans les différentes expériences et être juste à la poursuite de chimères, comme on dit, qui sont les tinés. On peut voir tous les tinés du monde, on peut avoir toutes les manifestations de arc-en-ciel du monde. Si on ne les intègre pas, ça va nulle part. Le saut quantique ne se fait pas. Entre la non-séparation entre la vision et notre essence, elle ne se fait pas. La transformation qui se passe automatiquement lorsqu'on intègre la vision ne se fait pas. La transformation intracellulaire, même de l'atome, de les micro-particules à l'intérieur de nous, lorsque la vision est là, qu'elle est intégrée, il y a quelque chose qui se passe, il y a tout qui change. Et ce n'est pas. Et à ce moment-là, on peut se perdre. Comment est-ce que c'est quoi les méthodes donc pour obtenir cette certitude ou cette absence de doute? Donc, nous avons les méthodes du Dzogchen Londé qui travaillent d'une manière très scientifique. C'est très scientifique. Yoga, c'est scientifique, de toute façon, hein. Même si on parle du Dzogchen lui-même, c'est scientifique. Parce qu'on applique quelque chose pour arriver à un résultat précis. Il y a beaucoup, c'est ce que j'aime bien dans les pratiques, aussi bien Vajrayana Dzogchen, c'est que c'est très spécifique. On fait ça, on sait, on fait ça, pourquoi? Donc aujourd'hui, il y a des maîtres, des gourous dans différentes traditions. Ils enseignent des choses, mais ils n'expliquent pas pourquoi on fait ça. Quel est le but de cette période? Ah oui, oui, c'est les bases, c'est ci, c'est ça. Et puis on se perd complètement, hein. Donc ce que je recommande vraiment aux personnes qui sont sur le chemin, c'est de toujours comprendre lorsque vous faites quelque chose, à quoi ça sert. Ça vous emmène où, hein? Une pratique, quelle que soit la pratique, a un objectif précis. Donc, dans les pratiques pour aller au-delà de tous les doutes, c'est très spécifique. On utilise aussi bien des stimulations de points d'énergie dans le corps pour régulariser le flot d'énergie. Des manières, pour cela, on utilise aussi bien un bâton qu'on met sous des selles. Ou d'autres choses, ceinture de méditation, aussi avec des positions. Donc, c'est tout au sujet de comment, en relation de différentes phases de la Lune, comment on aligne notre corps dans des positions spécifiques qui vont favoriser une expérience spécifique. En général, ça travaille aussi bien avec les expériences qui sont de sensations, félicité, les expériences de vide et les expériences de clarté. Donc, chacun travaille souvent et lorsqu'on découvre notre véritable nature à l'intérieur de la clarté, de la sensation et état de félicité et du vide, et qu'on voit, oh, c'est la même chose. À ce moment-là, on n'a plus de doute. Bon, et parce que l'on parle de ces trois types d'expériences,
Parce que dans la vie, toutes les expériences qu'on a peuvent se regrouper dans une de ces trois. Si vous réfléchissez bien, vous voyez bien que, ah oui, imaginez par exemple, tout le monde à l'école est arrivé à un moment donné où était là à être dans le vide. L'expérience du vide. Dans ce même vide et que vous êtes là à l'école sur le vent, comme là, il y a une présence. Donc cette présence-là, elle va être la même lorsque vous êtes dans l'orgasme sexuel, on va dire, avec votre compagne, compagnon, peu importe, vous êtes dans les stages sexuels. Vous reconnaissez cette présence. Et puis après, vous êtes dans les rêves, il y a plein de visions de lumière et tout ça. Vous reconnaissez cette éclair-lumière. Si c'est la même dans les trois, vous êtes sur le bon chemin. Pas fabriqué par l'esprit, hein, naturellement. Donc là, à ce moment-là, vous avez l'expérience concrète. Oui, c'est ça. Il n'y a aucun doute. Et lorsqu'on n'a plus de doute, à ce moment-là, on met toute notre énergie vers ça. Et quand on vous dira, ah ouais, vous allez pratiquer quelque chose, c'est vraiment s'abandonner à cette claire lumière dans tout ce qu'on fait dans la vie. Et que tout est parfait. Mais si vous n'avez pas cette solidité-là, cette base, c'est impossible. Comment vous allez vous arriver à vous abandonner à quelque chose dont vous n'êtes même pas certain? C'est très clair parce que effectivement, certaines pratiques invitent au lâcher prise et au laisser être peut-être, mais sans cette confiance, c'est très complexe finalement. C'est impossible. On peut se perdre complètement. On perd des années et des années. Et une vie entière et des vies entières. Et j'ai une question pour une personne qui souhaiterait donc pratiquer le Dzogchen. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable dans une vie normale de tous les jours, avec un travail, des soucis, une famille, bref, une vie classique? Bien sûr. Bien sûr. J'ai commencé comme ça, hein. J'ai commencé comme ça, là. Bien sûr. C'est une question de volonté. Où c'est qu'on place notre énergie? Même les gens qui disent, ah oui, j'ai la vie qui est occupée et tout ça, j'ai pas le temps de pratiquer. Et c'est votre choix. Et après, vous allez dormir 2 heures de plus, qui est même pas nécessaire, ou vous allez aller faire la fête, ou vous allez aller faire autre chose. C'est sûr qu'au début, on a besoin d'un minimum de discipline. Parce qu'on a trop de conditionnement, on a besoin de créer l'espace. Encore là, on a besoin de créer l'espace. Du moment qu'on a la volonté de le faire, c'est possible. Ouais. Et donc, on en revient finalement au fait d'être correctement guidé, de suivre un chemin où on ne se perd pas pendant des années et qu'on va à l'essentiel. Exactement. Hmm. Et pour terminer cette conversation, tu as évoqué les différents ouvrages que tu as faits. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu? Est-ce que tu as des ouvrages en français notamment? Actuellement, j'ai pas d'ouvrage que j'enseigne complètement en ce moment. Ça a été plus certaines choses, oui, c'est là. Donc, j'ai écrit 3 ouvrages sur Valhalla, ce roi des Siddhas, et avec des enseignements qui correspondent. Donc, il y a un ouvrage qui est parti de ses enseignements, plus ce que j'ai expérimenté par rapport à lui et sa vie passée. Donc, celui-là, c'est plutôt connecté aussi bien ça s'appelle Deux grands maîtres esséniens, Valhalla et Jésus, parce que, bon, dans le livre, j'explique qu'il a été euh, euh, la préparation aussi bien de la venue du Christ, mais aussi pour permettre la continuité des enseignements esséniens. Euh, mais les enseignements originaux, pas ce que l'on voit aujourd'hui la plupart du temps. Moi, je parle de l'époque d'Akhenaton en Égypte et ceux qui sont avant, les premiers thérapeutes d'Alexandria.
C'est cette période-là où les enseignements étaient encore très, très purs. Parce qu'après, les Esséniens je passe sur un autre sujet là, hein, bon, bref, ont eu beaucoup d'influences extérieures et comme ils étaient des êtres pacifiques, ils ont laissé ces influences-là les, les prendre, on pourrait dire. Ça, après, j'ai écrit un livre sur le Bouddha et le yoga Thai. Après, un livre sur la sadhana de Kuan Yin. Euh, et voilà. Je vais te remercier vraiment pour cet échange, même si on a eu quelques petits problèmes techniques, mais c'était très précieux. Vraiment, je te remercie et je ferai peut-être un tout petit peu de montage pour couper les moments qui sont un peu hachés. Et il y a peut-être, je mettrai peut-être pas la vidéo, comme ça on sera plus concentré sur le son parce que l'image n'était pas toujours bonne, mais je pense que là on avait eu un très bel échange et je te remercie vraiment beaucoup. Bienvenue. Merci, merci et très bonne pratique. Au revoir. Au revoir. Namaste.